Le nerf optique, ou deuxième paire crânienne, est un nerf uniquement sensoriel, responsable de la transmission des informations visuelles de la rétine à l'encéphale. D'un point de vue embryologique, il est fondamental de noter que le nerf optique n'est pas un nerf périphérique au sens classique. Il se développe à partir du diencéphale, une vésicule cérébrale primitive, et est donc un véritable tractus du système nerveux central. Cette origine explique sa structure et ses propriétés uniques. Il est myélinisé par des oligodendrocytes et entouré par les trois méninges, durmère, arachnoïde, épimère, comme le cerveau, et non par des cellules de Schwann et des gaines périnerveuses comme les nerfs périphériques. Cette particularité a des implications majeures, notamment en termes de régénération, qui est impossible après une lésion, et de susceptibilité à certaines maladies comme la sclérose en plaques. Le signal visuel débute au niveau des photorécepteurs de la rétine, qui sont les premiers neurones de la voie visuelle. Ces cellules, les cônes et les bâtonnets, captent la lumière et transforment ce signal physique en un message nerveux. Ce message est ensuite transmis aux cellules bipolaires qui constituent le deuxième neurone, puis aux cellules ganglionnaires, le troisième neurone de la voie. Les longs axones de ces cellules ganglionnaires convergent vers un point précis du fond de l'œil, la papille optique, où ils se regroupent pour former le nerf optique. C'est à cet endroit précis que l'on observe la tache aveugle physiologique, car la zone est dépourvue de photorécepteurs. La papille est également en rapport avec l'artère centrale de la rétine qui pénètre dans le nerf à ce niveau pour vasculariser la rétine interne. Le premier segment du nerf optique est la portion intraoculaire, qui correspond à la partie du nerf optique située à l'intérieur du globe oculaire. Cette portion débute au niveau de la papille optique, où les axones des cellules ganglionnaires convergent pour former le nerf, et se termine à la face postérieure de la sclère après avoir traversé la lamina cribrosa. La lamina cribrosa est une structure perforée de la sclère qui constitue un point de faiblesse mécanique car le nerf y est relativement vulnérable aux variations de pression. C'est à ce niveau que l'on peut observer un œdème papillaire en cas d'hypertension intracrânienne car la pression se transmet par l'espace sous-arachnoïdien qui entoure le nerf et comprime les axones au niveau de cette zone de transition. Le deuxième segment est la portion intraorbitaire, qui s'étend depuis la face postérieure du globe oculaire jusqu'à l'entrée du canal optique. C'est la portion la plus longue, mesurant entre 25 et 30 mm. Au niveau de son segment intraorbitaire, le nerf optique est entouré de trois méninges. Il est entouré par les muscles oculomoteurs, en particulier le muscle droit supérieur qui le recouvre partiellement, le muscle droit interne qui est en rapport étroit avec sa face médiale, et le muscle droit inférieur qui se trouve au-dessous de lui. L'artère ophtalmique, branche de la carotide interne, accompagne le nerf dans l'orbite. D'abord en dessous, puis en dehors, avant de le croiser pour passer en dessus. Le nerf est aussi en rapport avec le nerf nasociliaire, qui est une branche du nerf ophtalmique, et avec la veine ophtalmique supérieure. La graisse orbitaire entoure l'ensemble de ces structures et permet une certaine mobilité du nerf lors des mouvements oculaires. Il est également en rapport étroit avec les sinus paranasaux, notamment avec le sinus sphénoïdal, ce qui peut expliquer certaines propagations infectieuses. Cette portion est particulièrement exposée au traumatisme orbitaire et aux compressions par des tumeurs ou des processus inflammatoires orbitaires. Le troisième segment est la portion intracanalaire ou intra-osseuse. Elle correspond au trajet du nerf optique à l'intérieur du canal optique. Ce canal osseux, situé dans la petite aile du sphénoïde, mesure environ 5 à 10 mm de long. À ce niveau, le nerf optique est étroitement enchâssé dans un conduit osseux rigide accompagné de l'artère ophtalmique qui se trouve en dessous et en dehors de lui. Le canal optique est en rapport avec les sinus ethmoïdaux en dedans et le sinus sphénoïdal en arrière, ce qui explique la possibilité de propagation d'infections sinusiennes vers le nerf. Le caractère rigide et étroit de ce canal rend le nerf particulièrement vulnérable aux compressions, notamment en cas de traumatismes crânio-faciaux, de fracture de la base du crâne ou de processus expansifs, car il ne dispose d'aucune mobilité dans cette zone.
Le quatrième segment est la portion intracrânienne qui débute à la sortie du canal optique et se termine au niveau du chiasma optique. Cette portion mesure environ 10 mm et se situe à la base du crâne dans la région de la fosse crânienne antérieure et moyenne. Le nerf optique intracrânien est en rapport avec plusieurs structures majeures. En dessous, il surplombe le sinus phénoïdal et la selle turcique où repose l'hypophyse, avec laquelle il peut entrer en conflit en cas d'adénome hypophysaire. Au-dessus et en dehors, il est en rapport avec l'artère carotide interne et ses branches, notamment l'artère ophtalmique et l'artère communicante postérieure, ainsi qu'avec le nerf oculomoteur. En dedans, le nerf optique est en rapport avec l'autre nerf optique, les deux convergeant vers le chiasma optique. La quatrième portion intracrânienne est également entourée par les méninges et baigne dans le liquide céphalorachidien et la citerne optochiasmatique. Au-delà du nerf optique, le nerf se poursuit par le chiasma optique qui est un prolongement du système nerveux central. Il est situé à la base du crâne, au-dessus de la selle turcique. Il est en rapport étroit avec l'hypophyse au-dessous, avec le troisième ventricule en arrière et en haut, et avec les artères cérébrales antérieures et l'artère communicante antérieure qui forment le polygone de Willis. Il est également en rapport étroit avec les sinus paranasaux, notamment avec le sinus phénoïdal, ce qui peut expliquer certaines propagations infectieuses. Au niveau du chiasma optique, les fibres provenant de la moitié nasale vont décusser pour passer du côté contralatéral, alors que les fibres provenant de la moitié temporale vont passer du même côté. Cette décussation partielle est essentielle car elle permet à chaque hémisphère cérébral de recevoir les informations en provenance de l'émission visuelle contralatérale. Après le chiasma, les fibres nerveuses, désormais regroupées en deux tractus optiques, contournent les pédoncules cérébraux pour gagner le corps géniculé latéral, un noyau relais du thalamus. Ce groupement de fibres nerveuses s'appelle la bandelette optique. Chaque bandelette optique porte les fibres nerveuses issues de l'émission visuelle temporale homolatérale et nasale contralatérale. Ce segment qui relie le chiasma optique au corps géniculé latéral constitue donc la portion postchiasmatique de la voie optique. Et c'est dans ce noyau thalamique que s'effectue le premier relais synaptique profond de l'information visuelle, où les axones de cellules ganglionnaires rétiniennes synapsent avec un quatrième neurone. De là, les fibres nerveuses qui forment ce que l'on appelle les radiations optiques ou encore la portion rétrogéniculée de la voie visuelle se projettent en deux faisceaux distincts vers le lobe occipital. Ces fibres, qui sont au nombre d'environ 1 million par hémisphère, ne cheminent pas en un seul bloc compact mais se divisent en deux grands faisceaux distincts, l'un inférieur et l'autre supérieur. Chaque faisceau suivant un trajet anatomique propre et desservant une région spécifique du cortex visuel primaire. Le faisceau inférieur, communément appelé l'anse de Meyer, ou encore radiation optique temporale. Ce faisceau quitte le corps géniculé latéral et se dirige immédiatement vers l'avant et le bas, pénétrant dans le lobe temporal. Il contourne alors la corne temporale du ventricule latéral en formant une boucle caractéristique, d'où son nom dense, avant de se diriger vers l'arrière pour rejoindre la partie inférieure du cortex visuel primaire, située sur le bord inférieur de la scissure calcarine. L'anse de Meyer est responsable de la transmission des informations visuelles en provenance de la partie supérieure du champ visuel contralatéral, c'est-à-dire du cadran supérieur de l'émission visuelle. Cette disposition anatomique explique qu'une lésion unilatérale du lobe temporal entraîne une quadranopsie supérieure contralatérale, c'est-à-dire la perte de la vision du cadran supérieur du champ visuel opposé. Le faisceau supérieur des radiations optiques est quant à lui appelé radiation optique pariétale ou faisceau de Baumgarten. Contrairement au faisceau inférieur, il quitte le corps géniculé latéral en se dirigeant directement vers le haut et l'arrière, traversant la substance blanche du lobe pariétal. Il chemine dans la partie profonde de ce lobe en passant entre le noyau lenticulaire et le cortex pariétal, sans effectuer de détour vers l'avant. Ce faisceau rejoint ensuite la partie supérieure du cortex visuel primaire située sur le bord supérieur de la scissure calcarine.
Il est responsable du transport des informations visuelles en provenance de la partie inférieure du champ visuel contralatéral, c'est-à-dire le cadran inférieur de l'émission visuelle. Une lésion unilatérale du lobe pariétal entraîne une quadranopsie inférieure contralatérale, c'est-à-dire une perte de vision du cadran inférieur du champ visuel opposé. Il est important de souligner que ces deux faisceaux, bien que distincts dans leur trajet et leur fonction topographique, ne sont pas totalement séparés et présentent de nombreuses interconnexions. De là, les radiations optiques projettent les informations jusqu'au cortex visuel primaire situé dans le lobe occipital au niveau de l'aire 17 de Brodmann, où le signal est finalement traité et perçu consciemment. Il est à noter que les 10% restants des axones du tractus optique se dirigent vers le colliculus supérieur, une structure du mésencéphale impliquée dans les réflexes visuels et l'orientation du regard. La fonction principale du nerf optique est la vision, bien entendu, c'est-à-dire la transmission au cortex des informations de luminosité, de contraste et de couleur. Mais il est également impliqué dans des réflexes essentiels. Le réflexe photomoteur, le réflexe d'accommodation, le réflexe opticopalpébral, le réflexe optocinétique, le réflexe de fixation.